participe le 19 septembre à la fameuse victoire de Corfou qui dessert momentanément l'étau et relève le moral. Bonchamp plaisantera, soldat de faïence. Non, ce ne sont pas toujours des faïences, malheureusement. Mais l'entente entre les deux armées ne va pas durer. Lescure et Charette préfèrent attaquer d'abord Saint-Fulgent pour s'opposer à la progression d'une armée venue des sables. C'était pas totalement stupide, mais ils avaient promis à Bonchamp s'est lancé à la poursuite des Magancais vers Nantes. Ils sont tout à fait en désordre, donc on pourrait espérer les écraser complètement, à condition que Charette et Lescure apportent un renfort à Bonchamp. Or, ils s'en vont dans la direction opposée sur Saint-Fulgent. Ils ont prétendu qu'ils avaient envoyé une estafette prévenir Bonchamp. Il aurait sans doute fallu en envoyer plusieurs si l'estafette a existé. Ce plan était d'ailleurs plus du fait de Lescure que de Charette. Bref, c'est une victoire, Saint-Fulgent, qui procure un immense butin, mais la répartition du butin va provoquer la rupture entre l'armée de Charette et les autres. L'armée de Charette et son armée, se trouve mal servie. En effet, on a pris des canons, des fusils, de la poudre, des chevaux, des approvisionnements, enfin c'était magnifique. Bon, et Charette estime ne pas avoir eu sa juste part. Et surtout, il a été informé que Bonchamp rejetait son propre échec sur son indiscipline à lui, Charette. Alors du coup, furieux de voir oublier ses services passés, parce qu'après tout, il avait bravement combattu à Nantes, à Luçon, ce n'était pas de sa faute s'il n'avait pas été victorieux, il rentra chez lui, décidé à ne pas se laisser traiter en quantité négligeable et devenir le bouc émissaire de tous les échecs que l'armée vendéenne pouvait essuyer. Or, il revient sur ses pas, trouve le jet complètement dévasté. À ce moment-là, la plupart des soldats rentraient chez eux. Vous savez que les armées vendéennes sont des armées extrêmement volatiles. Les hommes viennent un moment à l'appel du tocsin, du tambour, de leurs messieurs, comme ils disaient, bon, pour se battre. Et puis quand ils ont acquis un petit succès, bon, ils estiment le pays conquis, comme ils disent, et on rentre chez soi, changer de chemise, c'était leur expression, il devait en avoir effectivement besoin. Et puis travailler les champs quand même, travailler à la terre, aux moissons. Alors c'est le cas, là, les hommes de Charette rentrent chez eux, mais hélas, pour trouver la plupart du temps leur maison en ruine, leurs femmes violentées quand elles n'avaient pas été massacrées par les Magancais. Alors à ce moment-là, la position de Charette est très difficile. Les officiers qui l'entourent suggèrent qu'il n'y a qu'une chose qui pourrait retenir les hommes, c'est une nouvelle expédition qui serait capable de les mobiliser. Et c'est ainsi que fut décidée l'expédition de Noirmoutier. Ce n'a pas été par hasard. Charette avait reçu à ce moment-là un courrier de Madame Mourin de l'Herbaudière, dont le mari, vous connaissez certainement cette famille, avait été le premier maire élu de Noirmoutier et il était l'ancien subdélégué de l'intendance de Poitiers. M. Mourin avait été arrêté, traduit devant une commission militaire au Sable et condamné à mort lorsque Bessères avait pris l'île, qui avait été un moment conquise par Gury de la Fortinière en avril-mai, mais il n'avait pas pu s'y maintenir. Bon. Cette dame appartenait à la famille Jacobsen. Elle s'était réfugiée à Saint-Gervais, près de Beauvoir, mais elle avait conservé des intelligences dans l'île et surtout dans les villes. Ayant appris la dislocation de l'armée du Pays de Ré, elle pressait Charette de s'emparer de Noirmoutier, dont, selon elle, les habitants étaient en majorité royalistes. Elle précisait que la garnison, commandée par le chef de bataillon Wieland, se réduisait à un bataillon d'infanterie et quelques canonniers, qui lui trouveraient des ressources et surtout des communications faciles avec l'Angleterre, où séjournaient beaucoup d'émigrés. Charette fit immédiatement annoncer l'expédition et put réunir environ 2000 hommes. Si vous voulez passer la carte qui doit... Oui, alors voilà Charette. C'est un portrait... on n'est pas très sûr qu'il est posé pour le portrait, mais il ressemble beaucoup en effet au masque mortuaire. Il est peut-être d'une époque un peu postérieure. Bien, alors, Charette donc réunit environ 2000 hommes et le rassemblement a eu lieu à l'île de Bouin. Vous connaissez tous Bouin, je suppose, qui à l'époque...
l'époque était carrément une île. Ça a été beaucoup plus. Excusez-moi, je suis en train de piétiner le fil et voilà. Voilà. Bien, alors le rassemblement a donc lieu à Begoin et Charette gagne les poids pour passer le bois. C'était le seul moyen à ce moment-là de rentrer dans l'île. Seulement, il a fallu attendre que la marée soit suffisamment basse. Et pendant ce temps-là, il avait envoyé quelques soldats qui étaient originaires de Noirmoutier, qu'il avait fait embarquer de l'époix sur des bateaux de pêche pour aborder en éclaireur à la Maison Rouge, à peu près en face d'Arbâtre. Tandis que le gros de la troupe franchirait le Gois. Mais il a fallu attendre jusqu'à 3 heures du matin pour que la marée soit suffisamment basse. C'est très mauvais de faire attendre une troupe qui n'est pas forcément d'un enthousiasme délirant, même si elle est enthousiaste d'ailleurs. On a le temps de réfléchir, on a le temps de penser à tout ce qui risque de ne pas être agréable. Et à ce moment-là, le passage commence, et il était commencé quand une batterie de l'île tire un coup de canon et est immédiatement appuyé par le tir d'une chaloupe canonnière. Il n'y en avait pas autant que ce que vous voyez là. Ça s'est produit plus tard. J'utilise la même carte, mais il y avait beaucoup moins de bateaux autour de l'île. Alors ce coup de canon, appuyé par le tir d'une chaloupe canonnière, provoque la débandade des Vendéens. L'attaque est manquée. Charette doit rétrograder sur Beauvoir et Saint-Gervais, qui est voisin. Cependant, les éclaireurs avaient bien atteint leur but, désarmer la batterie et s'étaient mis à enclouer les canons. Et pour enclouer les canons, l'un d'eux s'est servi d'une pierre à briquet. La pierre à briquet a provoqué une étincelle qui a mis le feu à la charge et a donné l'alerte à la canonnière. Bon. C'est peut-être pas absolument sûr, mais c'est vraisemblable. Le premier coup de canon serait parti fortuitement, en somme, par accident. Quoi qu'il en soit, l'attaque était manquée. Charette regagne le G, mais comme il avait de la suite dans les idées, il se dispose à recommencer l'opération. Il a quitté le G le 9 octobre. Après avoir tenté une attaque sur Saint-Gilles et Saint-Jean-de-Mont, infructueuse, il regagne Bouin et revint au Gois dans la soirée du 11 octobre. Alors cette fois, il a voulu couper la retraite à ses soldats. N'oubliez pas qu'il était officier de marine, donc pour lui, les marées, ça il connaissait. Les gars de l'intérieur, probablement beaucoup moins. Alors il les a fait passer vers 1h du matin. À 1h du matin, ce 11 octobre 1793, la marée commençait à monter. Mais on ne pouvait plus reculer, puisque la marée avait monté. Bon, si on reculait les pieds dans l'eau. Il fallait vaincre ou se noyer. Entre les deux, ils ont préféré vaincre. Et des gens de Barbâtre, d'ailleurs, dont elle nommait Balvado, qui était un ancien membre de la municipalité, étaient venus les rejoindre à l'époix. Et Charette comptait prendre terre vers la Maison Rouge, sur une plage, qui permettrait à la colonne de se déployer rapidement. Après avoir résisté, les batteries durent se rendre, et vers 5 heures du matin, les Vendéens marchent sur la ville, par la Guérinière, l'Épine, les pieds de l'Arceau, la Grande Charreau, qui les mène à un pont de bois, le pont noir, vous disiez, qui défend pas, mais qui mène à la ville. La garnison est très vite mise en fuite. Pendant ce temps-là, Gilland, d'ailleurs, le commandant, s'était rendu au bois de la Chaise pour faire embarquer sa famille, parce qu'un certain nombre de Noirmoutrins républicains préféraient commencer à prendre le large. Et le temps que Gilland se rende au bois de la Chaise, les Vendéens étaient déjà dans les villes. Gilland essaie d'organiser la résistance au château. Comment voilà, sa garnison